Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Issaka Kochoni qui est directeur de publication de la CIM de l'info. Il sera face au directeur de Radio Planète, Constant Yawidéou. Avec eux, nous allons passer en revue les sujets qui ont fait l'actualité au cours de cette semaine. La Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, accréditée au statut A, qui était en audience à la présidence de la République. Nous parlerons des conditions de détention de Joël Frédéric Aïvo et de Ricky Amadou, qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive cette semaine. L'ancien président de la République, Thomas Bouniaï, a pondu hier vendredi un message sur sa page Facebook à cet effet. On en parlera au cours de cet entretien. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, invite les employeurs à déclarer leurs gardiens, leurs chauffeurs, leurs jardiniers et domestiques, etc. On en parlera également au cours de ce débat. Chers amis, notamment de retrouver mes invités pour le débat, je vous invite à suivre cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment ceux de Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Le débat de ce matin sur Free Matin, Constant Yawidéou, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce samedi matin. Bonjour également à Issaka Kochoni. Bonjour Kader, chers téléspectateurs, bonjour à vous également. Merci d'être de retour sur nos plateaux télévisés sur ESAE TV. Merci à vous également. Merci également. Alors, Constant Yawidéou, la CBDH accréditée au statut A, quels sont vos ressentis? Je crois que nous devons être fiers de ce résultat qu'a obtenu la Commission béninoise des droits de l'homme, parce que quitter le statut C, passer à B et retrouver A qui est le sommet, je crois qu'on doit reconnaître aux membres de la Commission, surtout que c'est la première mandature. Je crois qu'on doit pouvoir les féliciter pour avoir fait ce travail-là. Parce que quand vous êtes les premiers à aborder un domaine aussi important et sensible dans la gestion d'une nation, il faut être vraiment des hommes. Il faut être vraiment convaincu de la chose, parce que la CBDH, pour beaucoup, c'est un peu comme les ONG ou des structures qui parlent des droits de l'homme. Or, c'est en réalité une institution de l'État. Tout à fait. C'est une institution de l'État reconnue par la Constitution pour veiller au respect des droits de l'homme. Et quand c'est comme ça, systématiquement, on tente de penser que
c'est une structure de l'opposition, mais c'est une structure d'opposition à la gestion de la vie publique. Donc, c'est un instrument qui devrait être au service de l'exécutif, mais beaucoup pensent que c'est une structure qui est là pour dénoncer, pour décrier les actions du gouvernement. Non, mais c'est en réalité une structure qui doit accompagner. Elle est là pour équilibrer les pouvoirs. Pour équilibrer et accompagner l'exécutif, parce que c'est celui qui ne fait rien, qui ne fait pas de faute. Qui ne fait pas d'erreur. Donc, c'est une structure qui finalement, depuis que nous avions fait la conférence nationale, on a eu notre constitution qui l'a prévu. C'est maintenant que la CBDH a pu être installée et a commencé par travailler. Et les débuts, on l'a suivi, n'ont pas été du tout faciles. Ils ont juste eu un bureau pour tout ce que cette institution doit faire. À la cour d'appel, on a suivi ça de près, du début jusque-là. Donc, les membres doivent être félicités. Et aussi, les autres structures de l'État qui les ont accompagnés. Donc, je crois que c'est une fierté. Et on peut aller tout à l'heure sur des détails. Tout à fait. C'est une fierté pour le Bénin de se retrouver à ce niveau-là. C'est une fierté. Comme le dit tout à l'heure Constant Yaoudéou, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que le Bénin était à la quête de ce statut. Il l'a obtenu. Ça faisait partie des missions à eux assignées par l'exécutif lors de l'installation de leur mandature. Isaka Kochoni, quelle est votre impression? Oui, je pense que pour un Béninois, il est pris de paix et de justice. Il doit s'applaudir lui-même d'abord avant d'applaudir les dirigeants. Parce que, vous venez de le dire, c'est pour la première fois quitter CDI, aller en A, ce n'est pas permis à tout le monde. Ça a été un travail quand même titanesque. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez corrompre, on dit bon, donne l'argent, on va commencer par dire oui, vous êtes le premier. Je ne suis pas sûr. La CBDH est une structure autonome qui fait son travail. C'est après des enquêtes, après le travail, qu'ils ont dit vraiment, le Bénin, au niveau des droits de l'homme, le Bénin est respecté, les normes sont respectées, d'où c'est une fierté pour nous tous et on ne doit pas d'une manière ou d'une autre penser que c'est une faveur. Je ne suis pas sûr. Et c'est ça, mon doyen aussi a dit tout à l'heure, ce n'est pas pour l'opposition. Même au niveau de la structure, il y a l'opposition dans la structure aussi. S'il faut corrompre les gens ou il faut dire il faut nous mettre en première position, l'opposition est là, l'opposition ne peut pas dire non. Parce que la composition de cette structure, il y a l'opposition. Et celui qui représente l'opposition ne peut pas dire oui, acceptons, mettons le premier et le Bénin en première position. Et il faut le dire, ça fait un travail, une enquête. C'est après avoir visité beaucoup d'endroits, après des interviews, ainsi de suite, avant de dire voilà, tel que les choses se passent au Bénin. Désormais, le Bénin fait partie des pays où les droits de l'homme sont respectés. Les ICAM au niveau, je pense que lors de l'émission, nous allons pouvoir quand même arriver là. Quel est votre hic? Peut-être que vous allez ouvrir le débat par rapport à ça. D'accord. C'est que vous estimez qu'il y a une difformité? Bon, je n'ai pas dit que la structure n'a pas fait un bon travail. C'est la structure qui a dit non. Parce qu'il y a des organismes internationaux qui ont validé. Oui. Tout à fait sûr. Mais je vois le nombre de Béninois qui sont dans les casernes. Et je conçois mal qu'on dise aujourd'hui que le Bénin fait partie des premiers. Et nos frères, nos parents qui sont dans les casernes, est-ce que leurs droits sont respectés dans les prisons? Est-ce que leurs droits sont respectés? Ou est-ce qu'ils ont mis tout cela? Et les prisons ont des normes, donné le nombre de prisonniers qu'il faut avoir. Regardez aujourd'hui le nombre de personnes qu'on envoie en prison. Et les gens sont en prison actuellement sans jugement. Ils sont laissés pour compte. Je ne sais pas comment, sur quels critères la structure s'est basée. Ils ont des critères quand même. Mais je pense que les critères de l'emprisonnement ou bien dans des conditions de vie dans les prisons ne font pas tellement partie de ces critères qui disent vous êtes le premier ou bien vous êtes le deuxième. Si nous constatons avec amertume nos frères, nos sœurs qui sont en prison actuellement, écrits, nous n'avons pas jugé, nous sommes là seulement. Si on tient compte de ça, on ne va pas dire que le Bénin est le premier. Moi, s'il faut donner, je dirais que le Bénin, dans ce critère-là au moins, le Bénin fait partie des derniers. Parce que nous allons dans les prisons et nous voyons ce qui se passe. Voilà le hic qui est à mon niveau. C'est le hic qui est à votre niveau. Conseiller Yaoudéou, Isaka Kochoni a ouvert quand même le débat dans son appréciation. Le Bénin est accrédité au statut A, mais il se fait qu'il y a des voix qui s'élèvent et qui estiment que
l'obtention ou l'accréditation de ce statut n'est pas en conformité avec les réalités au pays. Est-ce que c'est fondé, leur opinion? Oui, leur opinion est fondée, mais il Voilà. faut dire que au niveau des structures à l'international, au niveau des institutions internationales, ils ont leur mode d'annotation. Et ce n'est pas forcément parce que nous avons des problèmes sur place et que nous dénonçons certaines situations d'incarcération et autres que la structure ne peut pas ne pas gagner ses points. Vous voyez, ce n'est pas forcément à ce niveau seul. C'est dans beaucoup de domaines que la CBDH intervient. Donc, la notation peut amener la CBDH à avoir la moyenne qu'il faut pour passer à la catégorie au statut A sans que ces problèmes à l'interne ne soient réglés. Mais si on se table sur cette situation qui défraie la chronique, même jusqu'à l'ONU, qui a validé le statut A pour le Bénin, où on apprend que la Cour de l'ONU a demandé la libération d'un des prisonniers dont nous parlons ici le plus au Bénin, et c'est même le même organisme. Le même organisme qui valide. Et on peut se dire, mais comment est-ce que ça se passe et ça va être ça? Non. Et si la CBDH avait un instrument de répression ou d'action plus efficace dans ses attributions, elle aurait pu faire ce que nous demandons. Mais la CBDH ne fait pas des actions d'exécution. Mais si déjà, dans le rôle qui est le sien, la CBDH arrive à mettre en place son organisation qui lui permet de recueillir les infractions ou les dénonciations, je vais dire, les dénonciations et les mettre à la disposition de qui de droit, la CBDH est en train de jouer son rôle. La CBDH, pour ce que je sais, n'a pas moins de 2500 plaintes sur sa table. En moins de 3 ans, la CBDH a eu plus de 2500 plaintes. Elle en a étudié combien? Non, ils en ont étudié suffisamment. Et il y a même des exemples. Et ils ont reçu des plaintes de la prison. Un prisonnier, entre-temps, qui était blessé, mais qui n'était pas bien soigné. Mais ils ont fait la descente, ils ont fait tout ce qu'il faut. Et le ministre de la Justice a répondu, le gardien de la prison aussi a répondu et tout. Mais sous 24 heures, on lui a changé, on l'a déplacé, on l'a évacué et tout ce qu'il fallait faire a été fait. Et le monsieur a témoigné. Donc, ils ont réglé plusieurs problèmes. Quand vous allez au tribunal, vous voyez les dossiers que nous avons. Il y a des dossiers qui font même 10 ans sans être traités. Rejetés parce que c'est là. Maintenant, si eux, en ce laps de temps, ils ont reçu autant de dossiers alors qu'ils n'étaient pas formés. En réalité, pour le faire, les structures étaient mises en place progressivement. Il y avait les problèmes de moyens aussi. Donc, le gouvernement aussi a fait l'effort de mettre à leur disposition finalement, progressivement, ce qu'il faut pour que ça puisse vite aller. Donc, ils ont réglé beaucoup de problèmes et ils continuent de régler beaucoup de problèmes. Parce qu'entre-temps, on s'était rapproché et on a vu que le travail qui se fait là, c'est pas facile. Et ça, quand vous réagissez? C'est là, je ne comprends pas cette structure-là. Vous venez de le dire tout à l'heure. Comment on a une structure et on note pas des critères donnés. Et je pense, je n'ai pas encore la vraie information, qu'on oublie un peu les conditions de vie des prisonniers. Moi, ça me paraît un peu bizarre. Par quelle alchimie, très rapidement, et ils ont pu travailler comme ça et arriver au niveau du statut A. Tout ça là fait que
moi, aujourd'hui, je dis, il n'y a pas eu de corruption, hein, mais il y a un peu de mal-donne. Et c'est ce mal-donne-là, nous, en tant que journalistes, nous sommes appelés à rechercher. Par quelle manière ils ont travaillé. Que la question des droits de l'homme, c'est une quête permanente et que nulle part au monde, il y a de total respect. Voilà, dans tous les pays, il n'y a pas le respect totalement des droits de l'homme, mais on doit prendre en considération l'aspect qui importe, à savoir les prisonniers. Oui. Les gens sont en prison aujourd'hui. J'ai lu, ils ont fait la liste de ceux qui sont recherchés. Oui, même elle s'était même plainte, voilà. La CBDH, par le passé, de la surpopulation carcérale. Voilà, oui. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, que ça me paraît un peu... Oui, mais est-ce que, parce que nous sommes soucieux de la protection et de la promotion des droits de l'homme, que lorsqu'il y a des personnes qui sont en contradiction avec les textes des lois de la République, qui ne vont pas aller en prison? Nous n'avons pas de ne pas envoyer les gens en prison. Parce que lorsqu'on vous envoie en prison d'abord, c'est une manière d'être corrigé. Ce qui ne va pas à votre niveau, c'est une manière d'être corrigé. Non, si on n'envoie pas les gens en prison, dans le pays, il aura assez de désordre. Prenez les cas c'est pas au sujet, prenez les cas de cybercriminalité, ces derniers moments, comment on les arrête. C'est parce que des gens qui se comportent mal. Si vous écoutez l'histoire de certaines personnes, parmi eux, comment ils ont été arnaqués, vous allez mettre votre main sur la tête. J'ai lu un test hier qui m'a fait pitié pour un jeune. Et ce sont ces arnaqueurs-là. On ne peut pas dire... Qu'est-ce qui s'est passé très rapidement pour... Au fait, rapidement, lui, il a dit, il est un livreur. Et un monsieur l'avait appelé et il dit qu'il a des portables à livrer quelque part. Et il est parti, le monsieur lui a remis 2000 francs pour dire aller livrer le portable à Fillon. Ou bien c'est Fillon, quelque chose comme ça là. Il est parti. Or, dans la boîte qu'il a remis, il ne faut pas ouvrir, hein, sauf arriver là-bas. Arriver là-bas, on ouvre le carton du portable, on ne voit rien. Ils ont vu que des papiers. Et c'est comme ça, celui auprès de qui il est parti, là, ils ont commencé par les frapper. Ils l'ont frappé, ils l'ont envoyé en prison. Et c'est là, ils ont dit, normalement, celui qui l'a envoyé là, il devait 300 000 non, au type. Et ils ont envoyé le petit en prison. Et il a payé les 300 000. Il a vendu sa moto pour payer les 300 000 du fait des arnaques. Mais est-ce que là, ce n'est pas encore un cas d'injustice? Parce qu'il n'est que livreur. Il n'a que été prendre d'un point A à point B. Voilà. C'est pour dire qu'on laisse le pays, on n'envoie pas les gens en prison. Il doit être des autres. Chacun fera ce qu'il veut. Et ce n'est pas parce que je suis en prison que je suis différent des autres. Ceux qui sont en prison sont comme vous, monsieur Cadet, sont comme mon doyen, sont comme moi. On les envoie en prison juste pour les corriger. Mais lorsque vous écoutez l'entassement de ces prisonniers, vous allez dire, mais c'est quoi? Les droits de l'homme sont où? C'est ce qu'on se demandait. Mais on va et rapidement, on dit, bon, le Bénin a atteint le statut A ou bien quoi là. Moi, je le dis toujours. Vous allez dire que je répète la même chose. C'est pas que je répète la même chose. Depuis, j'analysais et dis, mais quels sont ces critères-là? On va chercher les critères par lesquels on a noté le Bénin et ça fait peut-être référence à ces prisonniers qui crient toujours non jugé. Vous voyez les listes, on dit non jugé, non jugé, non jugé partout. Je suis allé en prison, on ne me dit pas voilà ce que tu as fait, tu es en prison. C'est une manière de violer mon droit. On m'envoie en prison, on dit c'est parce que tu as volé, au moins je suis dégagé dans mon cœur que j'ai volé, j'ai fait 5 ans de prison, mais je suis là, ça fait 2 ans, on ne me juge pas. Ça, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Oui, c'est de l'injustice. Il serait très fâché par rapport à ça. Constant Yaoudéo, vous voulez réagir? Oui, c'est pour dire que quand je parlais de critères, c'est qu'il faut se référer aux objectifs de la CBDH et la base. La CBDH n'est pas une structure de jugement. En réalité, la CBDH essaie, parce que vous voyez, il y a des gens qui écrivent. Ils vont même jusqu'à aller déposer au niveau de la présidence des plaintes. Mais ça, on le regarde partir et on jette ça à la poubelle parce que à n'importe quel, à tous les niveaux, il a été ignoré ou le système a été huilé et il a raison et il n'aura jamais raison. Vous voyez. Donc, quand vous saisissez la CBDH, par exemple, votre plainte est prise en compte systématiquement. La CBDH, par exemple, a le pouvoir, dès que l'information est arrivée, d'inviter le ministre qui a l'obligation de répondre et de venir en parler. Mais à partir du moment où la CBDH invite 40 ministres, 40 occasions, invite des ministres qui viennent répondre. Et la CBDH invite d'autres, ceux qui sont impliqués, ils les écoutent, ils analysent et ils donnent les instructions maintenant
à la justice, il met le dossier au niveau de la justice, au moment de la justice vous dit, voilà ce que vous devez faire, nous vous avons aidé jusqu'à ce niveau, mais on va dire que la CBDH a fait son travail. Vous voyez, mais il ne reste que le jugement qui ne relève pas de la CBDH, mais la CBDH aide, par exemple, les citoyens à se faire entendre. Là où, avant, vous n'avez pas... Mais qui va vous donner audience? Qui va vous écouter? Personne. Parce que nous en avons, si je le dis, je ne suis pas défenseur de la CBDH, mais nous avons eu à travailler avec la CBDH à un niveau. Et sur notre station, les gens viennent beaucoup se plaindre, pensant que celui qu'on avait reçu pour en parler travaillait là avec son cabinet là. Donc il y a beaucoup de gens que nous avons envoyés à la CBDH, mais qui sont revenus nous dire c'est pour la première fois que quelqu'un les a écoutés dans leur ANAC ou dans leur... ça suffit pour dire que le Bénin est premier avec ce que vous êtes en train de dire là. Non, est-ce que la création de statut a fait du Bénin premier? Non, pas... Non, pas Bénin premier, mais le Bénin fait partie de ceux qui remplissent vraiment comment je vais dire, les obligations de la CBDH. Qui concourt à l'obtention. Oui, donc je ne dis pas qu'il y a des injustices, je ne dis pas que la CBDH a dit qu'il n'y a pas d'injustice, c'est pour ça qu'ils sont passés en A, mais à partir du moment où il y a 1000 injustices et vous en avez dénoncé 998, on va dire, vous avez joué votre rôle. Le reste maintenant, c'est la pression que d'autres structures doivent même aider la CBDH. Tout à fait, parce qu'elle seule, elle ne peut... Non, elle n'est pas à l'exécutif, elle n'est pas au judiciaire, mais elle est là juste pour aider les sans-voix à porter leur voix. Un prisonnier qui est en prison, mais on a vu les démocrates aller en prison pour aller voir, peut-être on va y revenir tout à l'heure, en visite à un des leurs, on leur a dit, vous n'y avez pas accès. Mais s'ils passaient par la CBDH, je crois qu'ils peuvent trouver une solution. Et on va dire que la CBDH a fait son travail. Et pour un pauvre du Kouta aussi, qui n'a personne là, il va apporter plein auprès de qui? Est-ce que je sais même qu'il y a ces structures-là? Oui, tout citoyen doit connaître. Tout citoyen doit connaître. Qui ne sait pas qu'il y a une structure comme ça. Non, c'est pour ça que je dis, c'est maintenant que la CBDH est en train de décentraliser ces structures, parce que c'est une question de moyens. Et c'est la première mandature. Et c'est la première mandature. Vous voyez, donc, c'est que beaucoup ne connaissent pas. C'est pour ça qu'ils sollicitent souvent, un peu, comme on est en train de le dire là, qu'on en parle et que les populations savent. Cotonou, très indigné. Oui. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos prisons et qui ne sont pas bien. Même ces derniers temps, on en a vu. Justement, c'est ça que je veux voir par rapport. On en a vu sur les réseaux sociaux. C'est pas bien. Mais quand, par exemple, on a déplacé 1000 de Missélété vers Abomey, la nouvelle prison d'Abomey, pour désengorger Missélété, donc ça fait déjà partie de quand même des actions pour mettre les prisonniers quand même dans de bonnes conditions. Mais oui, mais là où on enlève 1000 personnes, il faut vous dire, si ces 1000 là étaient restés sur place, ça devrait donner quoi? Oui, donc je crois que si la CBDH ne mettait pas ces gens de pression, n'allait pas constater et dénoncer et faire les dossiers et autres, peut-être qu'on aurait laissé les 1000 là, parce qu'il n'y a personne qui va en parler. Mais comme on sait désormais qu'il y a une institution qui en parle et qui met ça dans ses rapports à l'international, vous voyez, on est obligé de prendre certaines dispositions. Donc, je crois que la pression de la CBDH porte quand même et doit porter davantage. Alors, ceux qui partagent votre indignation, Issaka Kotoni, également déplorent, comme bien d'autres également, ce qui a fait couler beaucoup dans le salut cette semaine, les conditions de détention de Ricky Amadougou et de Joël Frédéric Aïvon. Oui, il faut avoir le courage de dire ce que je veux dire là, parce que lorsque vous êtes prisonnier, vous êtes prisonnier. On ne peut pas être prisonnier et être comme quelqu'un qui n'est pas en prison. Si vous faites le constat comme moi, vous voyez, vous devez voir comment la dame fait toujours des propos, les gens publics, dénonce et ainsi de suite. Elle est en prison, elle dénonce les conditions de vie d'autres prisonniers.
tout ça là frise. Ça peut friser les régisseurs de la prison de Missérété, là où elle est là. Oui, elle est là aussi pour être au 4e régisseur. Depuis son arrivée, il y a 2 semaines. C'est suite à un fait donné. On devait, d'une manière ou d'une autre, constater que vous êtes vraiment en prison. Mais Rekiat Madougou sort toujours. Elle est comme elle n'est pas en prison. Tout ça là peut énerver. On dit, bon, désormais, tu n'auras pas d'accès. Et tu as le temps d'aller dénoncer qu'on sort, non? D'où je ne fais, c'est pas que ce qu'ils sont en train de faire, de lui faire, ou bien de la faire, est apprécié à mon niveau. Mais je souhaiterais que l'opposition parmi nous, oui, qu'il reste un peu calme. Elle reste un peu calme, j'allais dire qu'elle reste un peu. Oui, qu'elle reste un peu calme. Même si elle est une combattante, non. Du moment où vous avez dit, on vous a écarté, vous dites, restez là, vous restez là d'abord. Quand on va vous laisser, combien de fois vous avez entendu que Gbagbo fait des propos quand il était à la CPI, combien de fois? Beaucoup sont en prison, combien de personnes parlent comme ça? Ou la grande dame, elle doit se prononcer sur ça. On ne constate même pas qu'elle est en prison. Tout ça peut énerver le régisseur pour dire, bon, c'est pas qu'on te donne le temps que tu as des visiteurs, que tu as des informations et qu'on sort, non? D'où, nous, on interdit maintenant que les gens... C'est pas que j'apprécie ça. Ça, c'est le travail toujours... Vous estimez que ça peut être une cause? Oui, ça peut être aussi une cause, cette manière de faire. Est-ce que la cause peut être la même également pour le cas à Ivor? Le cas à Ivor, excusez-moi beaucoup. Arrivé un moment, je m'étais posé la question, est-ce qu'à Ivor existe toujours en prison? Parce qu'arrivé un moment, il ne se prononçait pas. Il s'est condamné comme prisonnier. C'est ce dernier moment-là lui-même aussi. Il a commencé par sortir aussi. Or, on vous a mis en prison, vous devez rester là pour que les gens même aient pitié un peu de vous pour dire voilà, il est calme. Peut-être pour que la bonne conduite puisse. Voilà. Ça a peut-être leur agitation qu'on les a arrêtés. On sait pourquoi on les a arrêtés. Mais est-ce que l'agitation peut être la cause d'une arrestation? Peut-être c'est une agitation. D'où l'opposition qui est en train de crier, on va me dire que peut-être ils viennent défendre le pouvoir en place, non. Et l'opposition qui est en train de décrier, et ces avocats qui sont en train de dire ainsi des fois des conférences de presse et consorts, que chacun se calme. Au lieu que l'opposition même a des lettres et consorts, ils peuvent aller voir les autorités judiciaires pour dire nous sommes là. Nous sommes tous des béninois et avancer des arguments qu'on opte pour des actions véritablement concrètes. Voilà. Et non aller écrire comme on veut. Voilà, c'est mon point de vue, monsieur. Oui, mon doyen et Constant Yahweh, excusez-moi beaucoup, c'est mon point de vue. Oui. Elle devait rester calme. Si les gens veulent lui donner des conseils maintenant, là, qu'on demande à cette dame-là de se cacher calmement, de rester dans sa boîte où on l'a mis. Et les avocats d'une manière ou d'une autre, bon, je reviendrai là peut-être, on refuse à ces avocats de la rendre visite. Je crois que là aussi, c'est pas trop bien. Mais ça reste un peu calme, on va voir ce que le pouvoir va faire. Parce qu'on vous met en prison pour un but. Et on ne constate pas ça. Oui, on ne constate pas ça. Je reviens dans un instant par rapport au message 40 publié à l'ancien président Thomas Boniaï, mais je reviens vers Constant Yawedehou. Vous avez vu Issaka Kotoni qui a exprimé ses ressentis sans embâche. D'ailleurs, par rapport au cas Rekiat Madougou, vous, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Je crois que si on a l'habitude de visiter nos prisons, on doit constater qu'il y a des gens, et quand ils sont là-bas, peut-être parce qu'ils ont un peu de moyens, et ils ne se plaignent pas trop. Et ce n'est pas des gens qui on peut comparer à Joël Aïvo ou à Rekiat Madougou en matière de moyens. Donc, il y a d'autres qui ont été en prison, qui ont plus de moyens qu'eux. Bon, donc, si ceux-là qui ont moins de moyens qu'eux sont à l'aise et que eux, ils ne sont pas à l'aise, on peut se poser des questions pour dire est-ce que c'est à cause de leur militantisme que on les prive de certains soins? Je crois qu'en matière de droits de l'homme, le prisonnier a droit mais qu'est-ce qu'il a dénoncé à leur niveau? Donc, c'est pour ça que je dis, on doit aller vers qu'est-ce qu'ils sont en train de reprocher à leur encadrement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de reprocher? C'est sur ça qu'on peut... On parle de droit de visite par endroit. Bon, droit de visite, ça, on peut dire, on ne peut pas refuser que les avocats... de visite. Que les avocats aient visité leurs clients. Je crois que jusqu'à présent, aucun test n'a encore refusé. Et surtout qu'on peut les fouiller, on peut les dépouiller de tout ce qu'ils ont
avant qu'il n'y aille. Je crois que ça s'est déjà passé plusieurs fois. On les a même privés des outils de travail parce qu'il leur faut au moins un calepin et un bic. On a appris que tout ça là leur a été arraché à un moment donné à des avocats qui doivent aller prendre des informations chez leurs clients. Je crois que tout ça là, c'est mauvais, c'est pas bon à entendre. Maintenant, en dehors de ces questions de forme, il y a des questions de fond. Oui. Si son alimentation a des problèmes, ça veut dire que ça commence à être compliqué. Si de façon sanitaire, on ne peut pas avoir accès à l'eau, on ne peut pas avoir accès à la lumière, on ne peut pas avoir accès à des vêtements propres et autres, là, ça devient de la maltraitance. On ne peut pas accepter, quelle que soit la faute commise. Maintenant, si c'est par rapport à des agitations et autres, je dis que M. Isaka m'excuse, tous les prisonniers ne sont pas allés pour les mêmes causes. Un militant qui est allé en prison doit pouvoir rester militant parce que quand il sort, il doit pouvoir continuer la lutte qu'il a menée en prison. Sinon, ça veut dire qu'il n'était pas convaincu de ce qu'il faisait. S'il vous plaît, doyen, oui. Nous tous, nous suivons l'actualité. Et j'ai pris un exemple tout à l'heure. Et je ne vais pas faire une comparaison. Comparaison n'est pas raison. Oui. On compare Laurent Gbagbo et Mme Rikiat Madougou. On va dire Mme Rikiat Madougou est plus militante que Laurent Gbagbo. Combien de fois Laurent Gbagbo parlait, je suis ceci, c'est la torture. Mais elle arrive à avoir le temps de constater que les Peuls souffrent dans les prisons. Oui. Si elle n'a pas cette liberté-là, comment elle va faire pour savoir que les Peuls souffrent dans les prisons? Parce qu'on est au pays, on est au plan national, c'est les Béninois contre les Béninois. Mais Gbagbo est à l'international, il est protégé par la loi internationale. Mais ici, on a vu nos autorités dire à un moment donné que nous sommes au Bénin et que la CEDEAO n'a pas de leçon à nous donner par rapport à ce que nous vivons, que c'est les obligations de la situation à l'interne qui a obligé les autorités à le faire. On a entendu ça. Donc, vous avez dit comparaison n'est pas raison. Et donc, on ne peut pas comparer. Ici, c'est ceux qui ont les gens étaient en prison avant elle. Beaucoup sont en prison. Je ne suis pas là pour défendre le gouvernement. Il y a eu des problèmes avec l'exécutif. Et l'exécutif est aux affaires. C'est le système qu'elle a voulu renverser. C'est le système qui est encore en place. Donc, le rapport n'est pas du tout le même. C'est purement politique. C'est purement politique. Donc, elle se dit, je préfère mourir les armes à la main. Et je crois que pour tout combattant, c'est logique. Là, on ne doit pas se plaindre. Donc, lorsque tu préfères mourir que de vivre, ainsi de suite, on ne doit pas se plaindre. Non, si tu le dis, ça veut dire que tu n'avais pas choisi faire un combat, tu as choisi faire un jeu. Ce qui m'étonne, les gens étaient en prison avant elle, non? Oui, il y a un ancien ministre de Kérékou, là, vous devez le connaître. Il a fait la prison. Il ne s'est jamais prononcé. On l'a laissé maintenant, non? Bien. Et il est du Nord, il a oublié son nom. C'est un ancien. Oui. Oudou Ali. Oui. Combien de fois le monsieur parlait? Moi, si l'opposition veut rendre service à Madougou, les jeunes qui écrivent sur les réseaux sociaux veulent rendre service à Madougou, ou cet avocat veut lui rendre service, qu'on l'invite à se taire un peu. C'est votre opinion, Isaac Ikochoni. Alors, l'ancien président Thomas Bouniaï, hier vendredi, a émis un message qu'il a rendu public. Qu'est-ce qu'il disait dans ce message-là? Non, il disait de voir les conditions de vie de ces deux prisonniers en général et les prisonniers politiques, en particulier, j'allais dire, les prisonniers politiques, les F et les LD, qu'on sort en général, et ces deux-là, en particulier, il dit de voir les conditions de vie et en ce mois saint pour les chrétiens comme pour les musulmans, que la foi ou bien l'Esprit Saint travaille dans le cœur des autorités judiciaires afin de donner de bonnes conditions et de vie à ces prisonniers qui, d'une manière ou d'une autre, qu'on respecte leurs droits. Lorsque vous êtes en prison, vous avez un droit, qu'on respecte ces droits-là. C'est ça, il a dit. Et il va plus loin, dit, lorsque lui va rentrer au pays, actuellement, paraît-il qu'il n'est pas là, il va entrer en discussion encore avec les chefs de l'État afin que les droits de ces prisonniers-là soient respectés. Qu'on
qu'on ne les empêche pas de recevoir les appels ou disons les tortures, qu'on ne les fasse pas de tortures comme ça. Voilà tout ce qu'il a dit. Et moi-même, j'ai apprécié cette façon de parler. Il dit, en tant qu'ancien chef de l'État, en tant que je demanderai aux autorités judiciaires de voir les conditions de vie et de ces prisonniers-là qui sont aussi des Béninois comme nous. Je pense que si les autorités judiciaires lisaient son message, ça doit les travailler et ça doit les piquer le cœur pour dire vraiment, et c'est notre ancien ou bien c'est un ancien président qui vient de parler. Lui, Boni Yayi parle, c'est pas n'importe qui dénonce et consort. Et c'est là, je reviendrai toujours, qu'il y a tout ça là et on est toujours premier, hein, ou bien on est toujours statué. Hein. Alors, je reviens vers vous, Constant. Yaoudéou, Boni Yayi qui ambitionne échanger avec Patrice Talon, qu'est-ce qui peut changer? Bon, je crois Qu'est-ce qui pourrait changer? Il a fait une bonne annonce, mais ça ne me fait pas trop plaisir. Parce que il doit pouvoir nous situer. Il doit pouvoir nous situer parce que il est le président des démocrates. C'est son parti que Rekia voulait représenter aux élections. Donc, il est le premier intéressé. Donc, on ne peut pas donner des jours pour ça. Je parie que si c'était certain, ils allaient écouter, ils peuvent descendre une journée, prendre rendez-vous, intervenir, partir, parce que une seule journée de mauvaise santé peut agir peut être fatale aux prisonniers. Donc, on ne peut pas mettre ça parce qu'elle a 20 ans, elle n'a fait que 2 ans. On ne peut pas dire quand je reviendrai, non. On ne peut pas dire ça parce que ce qui va se passer dans les heures qui vont venir, parce qu'elle ne vit pas dans de bonnes conditions, personne ne sait. Donc, ça devrait être, est-ce que c'est en tant qu'ancien président, là, il ira chercher le président Soglo, ils vont se tenir la main pour faire une formalité, mais en tant que président et le plus grand parti de l'opposition aujourd'hui, je crois que l'action devrait être prompte. Donc, c'est une bonne intention, mais dans l'exécution, je crois qu'il il est en train de pécher. Ça devrait être plus prompt et rapide. À ce niveau aussi, il dit quand il va rentrer en discussion avec les chefs de l'État. Je crois que c'est des choses, d'une manière ou d'une autre, qu'il a déjà fait, il a déjà parlé, il a plusieurs fois. Et je me demande qu'est-ce que ça va donner, le fait de revenir encore pour dire, bon, commencez par respecter les droits des prisonniers. Moi, je pense que c'est juste une formalité. Tout juste pour dire, bon, nous sommes compatissants par rapport à votre situation, mais du tréfonds ou bien du manuel physique comme ça, moi, je ne pense pas que cela peut donner quelque chose. Ça devient... Si ça peut donner quelque chose, c'est pas forcément sur les caméras que ça va donner quelque chose. Oui, ils savent quand même se parler. Ils ne peuvent pas dire que c'est seulement quand ils se donnent des rendez-vous qu'ils peuvent se parler. Que Boni Yayi appelle Patrice Talon et qu'ils lui disent, bon, je te donne rendez-vous avant que tu ne me dises au moins le sujet dont nous allons parler. Je crois que ça relève du folklore. De toute façon, wait and see. On verra de quoi les jours prochains cela sera. Dans les jours prochains, j'allais dire ce que cela sera, pour le dire ainsi. Un autre sujet qui a retenu l'attention cette semaine pour boucler ce débat, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui donne jusqu'à décembre prochain pour que les employeurs puissent déclarer leurs gardiens, leurs chauffeurs, leurs jardiniers et domestiques. Constant Yaoudéou. Oui, et chacun joue son rôle. Et je crois que la dématérialisation, tout ce que l'ANIM peut faire aujourd'hui, tout concourt à améliorer les choses parce que ça rattrape. Donc, quand on met un système en place, ça rattrape les autres systèmes qui sont en retard. Donc, la Caisse nationale de sécurité sociale s'est trouvée devant une situation où on dit il y a 25 millions de travailleurs, mais ils n'ont que 5 millions de déclarés. Donc, ils sont obligés d'agir. Donc, c'est juste une schématisation. Mais le gros problème que nous avons est que le système de travail chez nous a des difficultés. Sur ma station, nous lançons des offres. Les gens viennent lancer des offres. Mais le chauffeur, le monsieur a changé de chauffeur, 4 chauffeurs en 2 mois.
on n'a même pas encore fini, on ne peut même pas encore finir de faire les formalités du premier avant qu'il n'ait volé, qu'il soit parti. L'autre est arrivé, il dit, lui, il ne savait pas que le travail est aussi difficile que ça. Donc, je suis dans le domaine et je dis, ça va être très, très difficile, les domestiques. Vous voyez, et dès que décembre arrive, en novembre, et elle attend une semaine pour dire à sa patronne, je suis en train de partir, je dois aller faire la fête avec mes parents. Donc, elle ne revient plus. Elle ne revient plus. Mais l'employeur va gérer tout ça là, comment? Donc, je crois qu'il y a des problèmes à la base qu'il faut forcément régler avant d'en arriver là. Sinon, ça va être des contentieux sur des contentieux. Et le tribunal du travail ne saura même pas comment se démerder. Gérer. Oui, Kader, je pense que c'est une bonne intention. Quand moi j'ai lu le message hier, j'étais vraiment très content. Il dit vraiment, nous sommes en train d'aller à là où je cherchais depuis longtemps. Parce que les gens prennent ces filles-là, ces jeunes-là, ils les utilisent, ils les jettent dans la poubelle entre griffes. C'est le moment de leur dire, lorsque vous prenez quelqu'un... Sans aucune sécurité sociale. Voilà. Lorsque vous prenez quelqu'un, il faut bien l'entretenir et vous devez le garder pendant un moment. Mais c'est ça, mon doyen dit tout à l'heure, tel que les filles ou bien les jeunes aussi s'en vont, c'est un vol. Comment on peut suivre cette affaire-là? On devait aller d'abord à la sensibilisation de les patrons. Des employés. On doit aller à la sensibilisation pour dire, lorsque vous recrutez quelqu'un, il doit rester avec vous pendant un moment donné avant de partir. Si vous me déclarez, moi, aujourd'hui, et je calcule, moi, jour pour jour, je pars, comment ça va se passer? C'est un problème. Parce qu'on ne déclare pas pour déclarer, ce n'est pas pour une formalité simple. C'est l'argent qui paye d'une manière ou d'une autre. C'est pour la sécurité sociale de celui que vous avez déclaré là. Et tel que c'est dit, je pense que les patrons auront des difficultés à pouvoir... Les gens on risque même d'envoyer les gens, les petits, les jeunes, dans les rues pour dire « je n'en veux plus ». Une bonne domestique que vous avez pris, on dit « vous devez aller les déclarer ». Le fait de courir à gauche à droite pour fournir les dossiers d'abord peut amener la patronne à dire, bon, je n'en veux pas, il faut aller, mes enfants vont s'occuper de mes affaires. On croit régler un problème, mais ça va créer encore d'autres problèmes plus sérieux. La sensibilisation doit aller au niveau des employés. Et aussi des employeurs, parce que déclarer, c'est quand même des cotisations. Oui, c'est quand même des cotisations, mais il faut que celui qui vient travailler, chercher le travail, connaisse aussi ses obligations. C'est pour ça que je dis, beaucoup d'employeurs vont se plaindre des employés. Voilà qu'on ne les retrouve même plus. Donc, il faut que les employés savent leurs droits et qu'ils prennent vraiment les engagements qu'il faut. Donc, si on ne sensibilise pas, on va retrouver beaucoup de jeunes en prison pour n'avoir pas respecté leur contrat. Donc, je crois que la sensibilisation, ça a commencé, même de cette manière. C'est une manière de choquer d'abord, pour montrer voilà ce que ça devrait être et les vrais problèmes vont sortir et ça va se gérer. Déclarer, oui, mais lorsqu'on vous déclare, c'est qu'on cotise pour vous au niveau de la CNSS, mais ce que déplorent certains employés, c'est que les cotisations sont encore déduites du salaire de l'employé. Au fait, c'est comme ça, c'est de l'économie au fait, non? Si c'est non, mais c'est l'employé qui doit cotiser pour ça veut dire lorsqu'on vous déclare, c'est dans votre salaire qu'on réduit encore, vous dites, je n'ai pas bien compris. À moins que je fasse erreur. Oui, c'est on déclare là. Pour ce que tu dis, c'est que c'est les deux qui contribuent, puisque l'employeur, c'est lui qui fixe le salaire. Donc, quand il sait combien il doit cotiser pour l'employé, lui, il met la marge dessus. Et même si on dit que c'est l'employeur qui paye, mais l'employé prend ce qu'il doit prendre, mais l'employeur aurait pu lui laisser ça. Mais l'employeur prend ça. De toute façon, il y a un flou à ce niveau qui mérite d'être clarifié. Il n'y a pas de à partir du moment où vous acceptez le salaire, c'est que vous faites avec. En tout cas, ce qu'il faut faire est la sensibilisation. Il faut sensibiliser à tous les niveaux. Il faut l'employer ça que c'est mon droit, c'est mon devoir. Parce que ces jardiniers-là, ces hommes de ménage, ces boys et autres, puissent également gagner décemment leur vie, puisqu'on puisse mieux les payer. Parfois, vous apprenez des gens qui sont à 20 000 le mois à Cotonou. 25 000 le mois à Cotonou. Mais il y a d'autres qui viennent et c'est eux qui vous font la cour pour dire même si je trouve tant, je vais vous aider. Voilà. Après, d'autres commencent à leur dire mais tu es employé, est-ce que tu es déclaré
ils oublient la base de leur négociation. Oui, mais là, je vais vous donner un Maintenant, exemple. si c'est des Je vais structures vous de donner l'État un qui exemple, par engagent, exemple. des structures bien organisées qui engagent des jardiniers et autres, là, Bon, je vous y a donne pas de l'exemple problème. d'un bar ordinaire, Mhm. que je connais très bien la situation, où l'État demandait à ce que, par exemple, au niveau des bars, des restaurants, qu'on déclare aussi les employés. Alors, qu'est-ce que le monsieur fait? Il dit, au lieu de travailler mensuellement chez moi, je vous paye par jour. Vous êtes du journalier chez moi, ça veut dire quoi? Vous travaillez 4 jours, je vous paye tel montant, vous voyez, tel jour. Donc, Alors, ils prennent leur prime. on a comme l'impression C'est un peu que ça, les là. gens fuient aussi Oui. la déclaration. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Au lieu de régler un problème, on risque d'en créer encore. Donc, il revient maintenant à la CNSS de Oui. prendre les dispositions. Oui, Non, le ils ministère sont le payés suivi, par le jour. contrôle, Donc, comment le ils sont ministère du ministère du Travail, Travail, le ministère du Il Travail, y a fait des même de SMIC la qui est fonction là publique. désormais. Donc, d'ici Et là, autres. le gouvernement a dit de respecter ça aussi, coûte que coûte. Même Oui. il a dit qu'il faut respecter la fait du SMIC. Lorsque vous voulez payer quelque part, dit 20 000, vous ne pouvez pas rester là pour dire 20 000 ou bien 15 000. Parce que la plupart de nos soeurs là sont mal payés. Oui. On les paye 15 000, 20 000, 25 000. Non, C'est c'est celle que qui dans prend les beaucoup bars, ça. ça fait pas plus de 35 000. Donc, Voilà. on ne peut même pas appeler ça salaire. Vous voyez, non? Parce que s'il faut appeler ça salaire, il faut que ça fasse D'où 6 d'ici 000 à là, au moins. les employeurs, Donc, c'est des primes. les employeurs vont d'une De manière ou soutien. d'une autre. Des primes de soutien. Voilà. D'ici à là, Merci Ok. à vous, chers invités. Nous sommes à la fin de ce débat. Merci à vous, Issaka Kotioni. Merci d'être passé ce Merci matin à sur vous Info également. Hebdo. Et je salue aussi mon doyen. Constant Merci. Yaoudéou, merci plaisir. également à vous. Je Le rappelle que plaisir Issaka était pour nous Kotioni est le directeur de publication du quotidien La Cime de l'Info. Il était face à Constant Yaoudéou, directeur de Radio Planète. C'était Info Hebdo de ce samedi. On se retrouve demain dimanche pour l'invité.